Alors on est parti à 44, 45. Et on va commencer par une question qui ne rapportera aucun point. C'est juste pour moi voir ce que vous attendez de cet après-midi et vous voir si ça marche bien avec votre téléphone. C'est donc juste un petit sondage. Est-ce que vous pensez bien connaître ce dont on va parler cet après-midi, c'est-à-dire l'écosystème des maladies rares? Alors vous tapez sur le rouge pour savoir si vous pensez que vous connaissez tout sur le sujet, bleu si vous avez quelques notions mais vous ne savez pas tout, jaune si vous connaissez uniquement Klaricia Ngomieli et vert si vous pensez que vous n'y connaissez pas grand-chose. « 42 réponses, il manque 4 personnes. » 44, il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas réussi à jouer. Donc qui sont les 2 qui se dénoncent, qui connaissent tout sur le sujet, qu'on regarde leurs résultats à la fin? Ok, ouais, mais t'as répondu au test hier. Ok. Donc dans l'ensemble, vous pensez surtout connaître bien le Klaricia Ngomieli, mais pas tout l'écosystème des maladies rares. Alors, on va commencer tout de suite en parlant plus généralement des maladies rares. La musique. Donc une question toute simple, c'est quoi, légalement dans la loi française, c'est quoi une maladie rare? Est-ce que c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 1000, moins d'une sur 2000, moins d'une sur 5000, moins d'une sur 10 000 personnes? J'entends que ça souffle déjà. Ouh, il n'y a que 6 bonnes réponses. Donc la bonne réponse, c'est moins d'une personne sur 2000. Donc c'est la définition de l'OMS. Ce qui fait que dans la loi française, il est inscrit qu'une maladie rare, c'est une maladie qui touche en France moins de 30 000 personnes. Concernant le Klaricia Ngomieli, selon les estimations, on est entre 15 000 et 20 000 personnes qui sont touchées en France par nos maladies. À quelle date se tient la journée internationale des maladies rares? Est-ce que c'est le 29 février, le 30 avril, le 27 juin, le 29 décembre? Pour info, les fausses réponses sont les anniversaires des gens qui ont fait le quiz hier. « 28 bonnes réponses, c'est bien le 29 février, puisque la journée internationale des maladies rares est la journée internationale la plus rare, puisqu'elle ne se dépasse que tous les 4 ans. Et donc les autres années, on la souhaite le 28 février. Mais c'est bien le 29, les années bissextiles. Vrai ou faux? Toutes les maladies rares sont d'origine génétique. Normalement, vous avez eu la réponse ce matin si vous ne la connaissiez pas. Bleu pour vrai, rouge pour faux. Bon, bah, j'ai pas besoin d'expliquer du coup. 0, non, effectivement, c'est faux. D'après l'Alliance Maladies Rares, 87% des maladies rares sont d'origine génétique. Mais il y a donc d'autres types d'origines qui peuvent être infectieuses, traumatiques, et il y a également des cancers rares qui sont référencés en France. Donc des cancers qui touchent moins de 30 000 personnes en France. Comment se nomme la base de connaissances qui recense les maladies rares? Je vais préciser en France, mais pas que. Est-ce que c'est Rardata? Est-ce que c'est Mimten? Est-ce que c'est Orphanet? Est-ce que c'est Eurordis? Ça rigole vachement moins d'un coup, là.
Ça va, 27 bonnes réponses. C'est la base Orphanet. Alors elle s'appelle Orphanet parce qu'à l'époque, on disait plutôt maladie orpheline que maladie rare. C'est une base qui a été créée en France par l'INSERM en 1997 et qui aujourd'hui fait référence puisqu'elle est adoptée par 40 pays à l'heure actuelle. Donc elle recense, à l'heure actuelle, j'allais dire, mais en tout cas avant-hier, j'ai pas vérifié depuis, 6528 maladies rares qui sont classées, donc pas par leur nom, mais aussi par les symptômes, par les handicaps induits, par les organes touchés, de façon à ce que les médecins puissent faire des pré-diagnostics et se dire « Ah, c'est peut-être ça ou ça ». Et en fonction de ce qu'ils pré-diagnostiquent, ils vont pouvoir prescrire des examens ou orienter vers les centres de référence et de compétences compétents. Et il y a aussi les associations de patients qui sont référencées dans la base Orphanet. Donc si vous allez chercher malformation de Chiari ou syringomyélie, on va vous dire, voilà les examens à faire, voilà les patients, les professionnels qui sont certifiés, et voilà l'association APZ SCC. Combien de personnes souffrent de maladies rares en France, à votre avis ? Est-ce que c'est moins de 500 000 en rouge, entre 500 000 et 1 million en bleu, entre 1 million et 3 millions en jaune, ou plus de 3 millions en vert ? Je ne sais pas si on l'a dit ce matin. Alors, il n'y a que 6 bonnes réponses. C'est plus de 3 millions de personnes qui souffrent de maladies rares, puisque c'est moins de 30 000 par maladie. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plus de 6 000 maladies rares en France. Voilà, on estime qu'une personne sur 20 est soit atteinte, sera un jour atteinte par une maladie rare. Et c'est pour cette raison que les maladies rares sont une... Enfin, j'y reviendrai plus tard, mais sont une priorité des politiques de santé publique. Avant d'en arriver là, juste un petit vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'une personne sur 2, dans les 3 millions, ne sont pas diagnostiquées ? Bleu pour vrai, rouge pour faux. Il y en a qui soufflent. Hein. C'est vrai, c'est les estimations du ministère de la Santé, donc ce qui veut dire que sur les 3 millions de personnes atteintes en France, il y a 1,5 million qui ne savent pas encore ce qu'elles ont. On estime que plus qu'une personne sur 4 atteinte de maladies rares n'a pas de diagnostic avant 5 ans. Et quand on a fait, nous, l'étude Vivre avec et qu'on vous a interrogé sur cette question-là, on est arrivé pour le Chiari et Syringo à une moyenne de 3 ans. Claire qui lève la main. Toi, tu es à 12 ans, 15 ans ? Voilà. Alors, encore une fois, on est là pour apprendre des choses, on n'est pas en compète. Hein. Surtout si vous avez quand même bien répondu, quoi. Pas... Alors, depuis quand... Alors, on va moins faire les malins, là. Depuis quand est-ce que les maladies rares sont officiellement en France une, j'ouvre les guillemets, priorité de santé publique ? Est-ce que c'est 1988, 91, 96, 2004 ? Ce sont que des vraies lois de santé que je vous ai mis pour pas vous aider. Bon, ça vous aurait pas aidé quand même.
27 bonne réponse, c'est la loi du 9 août 2004. Et donc c'est donc une prise de conscience qui est... Alors c'est paradoxal, parce qu'en fait la France est précurseur sur les maladies rares. Je rappelle que le Téléthon existe depuis 1987, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la base Orphanet depuis 1997. Mais il y avait une prise de conscience assez timide ou inexistante du fait que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de patients, ça rassemble les maladies. Et donc l'idée que l'ensemble de ces maladies avait une problématique commune qui était la rareté. Cette prise de conscience, elle a commencé en 1999, où il y a eu des états généraux de la santé, et pour la première fois, un forum... Oui, on apprend des choses quand même. Pour la première fois, en 1999, il y a eu un forum des maladies rares aux états généraux de la santé. Et c'est dans ce forum des maladies rares que les associations de patients se sont dit ce serait bien qu'on s'organise et qu'on agisse ensemble. Et c'est comme ça qu'est née l'Alliance Maladies Rares. Et cette Alliance Maladies Rares, qui a donc été créée en 2000 suite aux États généraux de la santé, a poussé pour qu'il existe dans la loi santé de 2004 tout un volet sur comment dépister, diagnostiquer, prendre en charge les maladies rares. Et donc, c'est donc depuis cette loi de 2004 que les maladies rares sont une priorité en France. Voilà, c'est une question piège, mais on apprend des choses. Cette loi de 2004, elle prévoit l'existence de plans nationaux maladies rares qui vont servir d'une part à organiser la prise en charge, d'autre part à financer les recherches sur les maladies rares. Combien est-ce qu'il y en a eu en France des plans nationaux maladies rares ? 1, 2, 3, 4. Oh, vous êtes quand même super fort en fait. 4 PNMR qui ont donc été adoptés en 2005, en 2011, en 2018 et le dernier en 2025. Donc le premier, il a créé les bases, les centres de référence, les centres de compétences. Et puis petit à petit, on a construit sur l'existant et développé le réseau avec les filières dans le deuxième plan, avec les plateformes dans le troisième plan. Et la grande nouveauté du quatrième plan qui a été adopté l'année dernière, c'est que pour la première fois, on ne parle pas que de diagnostic et de recherche, mais on parle aussi de qualité de vie des patients. C'est la première fois que c'est inscrit dans les plans nationaux maladies rares. Attention, plusieurs réponses sont possibles, donc vous prenez toutes les réponses que vous croyez vraies et ensuite vous cliquez sur envoyer. Les centres de référence qui ont donc été créés par la premier plan national maladies rares, c'est quoi leur mission ? Est-ce que c'est de prendre en charge des patients ? Est-ce que c'est de coordonner la recherche médicale, d'assurer la formation des professionnels de santé ou d'assurer l'éducation des patients vers l'ETP ? Plusieurs réponses possibles. Alors déjà, on va gronder des gens. On va gronder des gens parce qu'il y a 21 personnes qui n'ont pas dit ETP, alors qu'on vous a dit ce matin, pour être centre de référence, il faut avoir des programmes d'ETP. Et oui, pour être centre de référence, il faut suivre des patients. Les centres de référence ne sont pas détachés de la réalité du terrain. Ils vous diagnostiquent, ils vous opèrent, ils vous suivent. Il faut organiser des programmes d'ETP. Il faut coordonner les actions de recherche et il faut également assurer la formation des professionnels de santé. On va en parler un peu plus tard. Et donc les 4 réponses n'étaient pas simplement... ils doivent faire les 4 pour pouvoir être centre de référence. Et donc le centre de référence, il sert à piloter sur une maladie donnée. Il sert à donc, le Chiari ou la Syringo, concernant CMAFM. Il sert à piloter l'ensemble du réseau dont on va parler par la suite. Le centre de référence CMAVEM. Combien y a-t-il de centres de référence dans ce réseau ? Est-ce que c'est un centre coordonnateur et 3 centres constitutifs, 1 et 5, 1 et 7, 1 et 9 ?
Non, mais à un moment donné, on s'est dit, tout le monde va avoir bon à toutes les questions, on va poser des questions un peu vaches. Wow, vous êtes forts. Vous êtes forts. Voilà, le centre de référence, quand on parle du centre de référence, on ne parle pas que du Kremlin-Bicêtre. Le centre de référence, aujourd'hui, c'est 6 services hospitaliers en France. Le centre du Kremlin-Bicêtre, qui est centre de coordonnateur, qui donc pilote tout le centre de référence, mais il y a aussi 5 centres associés. Ce matin, vous avez vu le professeur Dirocco, qui dirige le centre de référence constitutif pédiatrique. C'est-à-dire qu'à Lyon, le service de neurochirurgie pédiatrique est centre de référence, pas de compétence, centre de référence, donc avec les 4 missions que je vous ai données tout à l'heure, pour les services psychiatriques. C'est aussi le cas pour pédiatrique, excusez-moi. C'est aussi le cas pour l'hôpital Necker à Paris, qui est aussi pédiatrique, pour les hôpitaux de Brabois à Nancy, qui sont aussi sur la pédiatrie. Et il y a 2 centres qui sont centres de référence sur l'urologie. C'est l'hôpital de la Timone à Marseille, sur l'urologie et sur les dysgraphismes. Et c'est le centre de la Pitié-Salpêtrière à Paris sur l'urologie. Donc ces 6 centres hospitaliers forment ensemble le centre de référence CEMAVEM. Le centre de référence, je vous disais, qu'il doit assurer la formation des professionnels de santé. Ça passe notamment par un document qui fait foi, que chaque centre de référence doit rédiger pour expliquer comment on doit prendre en charge chaque maladie rare. Comment s'appelle ce document? Est-ce que c'est le PNDS, le PNMR, le CRDM ou le DRES? Oh là là! C'est le PNDS, c'est le protocole national de diagnostic et de soins. En fait, pour chacune maladie rare, chaque maladie rare doit être rédigé un PNDS. La responsabilité, elle en incombe au centre de référence et aux associations de patients. C'est-à-dire que concernant le Chiari et la malformation de Chiari et la syringomyélie, il y a pour chacune maladie un PNDS qui a été rédigé et par le centre de référence du Kremlin-Bicêtre et par APZ SCC pour le volet médico-social. Ça. Et pour tout relire. Oui. Alors, en fait, pour expliquer à quoi ça sert. Si demain tu changes de médecin traitant qui t'a pas suivi et qu'il faut informer ton nouveau médecin de c'est quoi le Chiari ou la syringo, qu'est-ce que je dois pas faire comme examen, qu'est-ce que je dois faire comme voilà, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut pas faire et pas faire quoi, quelles sont les recommandations. Eh bien, il existe un document qui est officiel et qui va permettre à ton nouveau médecin de connaître la situation. Ces documents, ils sont publics. Ils sont publiés par la HAS et ils sont sur le site d'APZ SCC. Donc, si vous cherchez, si vous dites, je change de médecin, il ne connaît pas ma maladie, comment je l'informe? Il y a un document que vous pouvez télécharger sur apz.org. Si vous allez sur la page Chiari, par exemple, il y a où trouver le PNDS et on a un lien pour télécharger le PNDS, l'information de Chiari. Le PNDS, dans tous les PNDS, il doit y avoir une feuille A4 qui est destinée au médecin traitant. C'est-à-dire que c'est condensé, simplifié pour que le médecin traitant comprenne. Bon, s'il ne le met pas à la poubelle, s'il le lit, il peut comprendre. Oui, mais s'il connaît la maladie, on n'a pas besoin de l'arrêt. Non, non. D'accord, je comprends. Non, c'est vraiment... En fait, c'est fait pour que les médecins... Parce que le principe d'une maladie rare... Le principe d'une maladie rare, c'est moins de 30 000 personnes. Donc la plupart des médecins, ils n'ont jamais suivi quelqu'un qui a telle ou telle maladie. Et donc si c'est le premier patient qui arrive avec une syringo, par exemple, il faut qu'il ait accès à un document qui lui dise c'est quoi la syringo et comment tu dois la prendre en charge et qu'est-ce que tu ne dois pas faire comme examen ou comme manipulation ou comme traitement ou autre. Et donc ces informations-là, elles sont dans le PNDS et donc elles sont rédigées sous l'autorité du centre de référence avec les associations de patients. Oui. Oui. En tout cas, voilà, c'est aussi pour vous dire, si vous le cherchez, cette information, elle est sur le site et vous pouvez venir les télécharger.
les centres de compétences, on vous a parlé des centres de référence, je vous ai dit qu'il y en avait 6, enfin qu'il y en avait un constitué de 6 centres. Mais combien y a-t-il de centres de compétences dans le réseau CEMAVEM? Est-ce que c'est 13? Est-ce que c'est 22? Est-ce que c'est 28? Est-ce que c'est 34? Ah là là, c'est la question qui fait des dégâts là. Il l'a dit? Vous n'avez pas écouté Fabrice Parker qui l'a dit ce matin. Il y a 28 centres de compétences dans le réseau CEMAVEM. Alors les centres de compétences, c'est quoi? C'est les centres qui sont censés assurer l'égalité de traitement sur le territoire. C'est de faire en sorte que chaque patient qui se trouve sur le territoire français puisse avoir accès à un centre de compétences pour le prendre en charge dans le traitement de sa maladie rare. Les centres de compétences, c'est des centres hospitaliers qui sont autonomes pour ce qui est de leurs actions de recherche médicale ou d'ETP, par exemple. Ils peuvent mener les actions qu'ils veulent, mais qui doivent suivre les recommandations et les protocoles mis en place par le centre de référence pour être labellisés. Donc il y a une labellisation tous les 3 ans, je crois. C'est 5 ans. Ouais, mais qui n'est jamais à l'heure, quoi, mais oui. Non. Voilà. Et donc la dernière labellisation a labellisé 28 hôpitaux en France pour être centre de compétences sur le Cari et la syringomyélie. Pour information, il y a 2200 centres de compétences si on prend toutes les maladies rares. Donc en fait, tous les hôpitaux du territoire sont impliqués par une maladie ou par une autre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les... Et c'est ce que je voulais dire, c'est que pour la première fois, dans la dernière labellisation, il y a des hôpitaux, des centres de compétences qui ont été labellisés en Outre-mer. Ce qui veut dire que maintenant, voilà, on peut être traité par un réseau officiellement reconnu en Outre-mer sur le Cari et la syringomyélie. Un centre de compétences peut être labellisé et X années plus tard être retiré de label? Oui. Il peut avoir, ça a été le cas, on en a eu. Est-ce que... Ah d'accord. Alors, il faut comprendre que le centre de référence, c'est financé. Centre constitutif, centre de référence, c'est financé. Centre constitutif, c'est financé avec un peu moins. Et centre de compétences, c'est bénévolat. Donc, ils ont comme mission quand même de suivre les patients et de rentrer les patients dans la base de données maladies rares, BAMARA. Et ça, c'est sur leur temps. Hein. Ils n'ont pas d'arc. Alors, bon, il y a les filières qui passent et qui font l'épidémiologie. Il y a un neurosciences, en tout cas, ça avait été le choix. Mais c'est vrai que le centre de compétences n'a pas de fonds. Et c'est pour ça qu'ils peuvent en mettre 2000 en France. Mais pour être centre de compétences, dans le cadre de nos pathologies, il faut suivre au moins 75 patients dans sa base de données. Le centre de référence a 1000 patients dans sa file active. Donc il y a un nombre de patients. Mais il est évident que sur une maladie très rare, des maladies où il y a 10 cas en France, on ne va pas leur demander 1000 patients. Donc là, effectivement, c'est jugé selon la rareté de la pathologie. Plusieurs réponses possibles. Donc, je vais vous demander de valider toutes les réponses que vous jugez vraies. On a parlé des centres de référence, des centres de compétences. Quels sont les centres de référence qui participent à la filière Neurosphinx? Ça y est plus, on dirait. Je sais pas, sur ton Google. Sur mon Google. Le centre CEMAVEM, le centre Marie, le centre Marvu, le centre MAREP. C'est un choix multiple, il y a plusieurs bonnes réponses. Ah oui, mais tu n'as plus le numéro. J'ai plus le truc, alors... Oui, mais je perds le truc. Il faut le numéro. Tiens, il faut envoyer toi. Donc il y avait 3 bonnes réponses, il y en a 18 qui se sont fait avoir. Il n'y avait pas 4 bonnes réponses. Il y a 3 bonnes réponses donc qui sont CEMAVEM, Marvu et MAREP. Alors c'est quoi une filière? En fait, les filières d'expertise maladie rare, elles ont été créées par le 2e plan
donc après les centres de référence, et elle cherche à regrouper plusieurs centres de référence qui travaillent sur des maladies qui soit ont des symptômes ou des handicaps communs, soit atteignent les mêmes organes, soit touchent le même gène pour les maladies génétiques. L'objectif, c'est de regrouper les moyens de plusieurs centres de référence ensemble, de façon à coordonner l'action dans la recherche, donc dans tout ce qui est relation avec les laboratoires de recherche, tout ce qui est relation avec les universités aussi. Les facultés de médecine, c'est au niveau des filières que la coordination se fait. Et les filières travaillent aussi au niveau européen. C'est à ce niveau-là que se font les échanges européens en matière de maladies rares. Donc pour ce qui est de neurosphinx, donc qui touche les maladies sur les atteintes, c'est neurologique et sphinctérienne. Il y a donc trois maladies trois centres de référence qui sont impactés. Donc c'est MAVEM sur Chiari, Syringo et tout ce qui est malformation médulaire, Tarloff, voilà, Spina, oui, enfin, toutes les malformations médulaires, voilà. Et les deux autres, Marvu et Marep, sont davantage sur des atteintes sphinctériennes, mais donc il y a donc 3 centres dans cette filière, voilà. Réponse multiple. La filière, elle a aussi une autre mission qui est fixée par le PNMR, par le Plan National Maladies Rares, pardon, je vais pas arrêter de jargonner, qui est d'établir la carte urgence. Donc vous avez tous droit à une carte urgence. À quoi elle sert? Il y a plusieurs réponses possibles. Est-ce qu'elle sert à informer les praticiens sur les maladies que vous avez? Est-ce qu'elle vous sert à passer en priorité en caisse ou, je sais pas, sur une place de parking ou autre? Est-ce qu'elle permet d'accéder à votre dossier médical? Ou est-ce qu'elle permet de télécharger le PNDS? Et où, puisqu'encore une fois, il y a plusieurs réponses possibles. Personne n'a ouvert son portefeuille pour regarder ce qu'il y a sur la carte urgence, tout le monde la connaît par cœur. Il y avait 2 bonnes réponses possibles. La carte urgence, en premier lieu, elle informe les praticiens sur vos pathologies. C'est quoi l'objectif de la carte urgence? L'objectif, c'est je pars en vacances, j'ai un accident de voiture, je dois me faire hospitaliser. Voilà, personne ne sait ce que j'ai, quoi. Et donc l'objectif, c'est d'avoir sur vous un document qui dit voilà les maladies qu'a cette personne en cas d'urgence. Donc la carte urgence, il y a un volet où il y a l'ensemble des maladies donc suivies par la filière en l'occurrence. Et donc on a coché soit Chiari, soit Syringo, soit les deux d'une part. Et elle permet également de télécharger le PNDS. Comme je vous le disais, les médecins qui ne vous connaissent pas, il faut qu'ils sachent comment vous prendre en charge. Donc sur la carte urgence, il y a voilà la maladie qu'a cette personne et voilà le PNDS pour la prise en charge de cette maladie. C'est pas une carte de priorité, hein. Si tu la montres au magasin, s'ils sont gentils, ils te laissent passer, mais ils sont pas obligés. Et il n'y a évidemment pas d'accès à votre dossier personnel médical sur la carte urgence. Il y a plusieurs personnes qui veulent réagir. Oui, mais il y a le lien sur la carte. Non, tu as le QR code sur la carte pour télécharger le PNDS. Elle sert à ça. Il y a de la mauvaise foi. Oh là là, j'ai 2 autres contestations de les bonnes réponses. On note que c'est la même qui lève le bras là. Alors, j'ai pas de j'ai appris récemment que sur nos téléphones, il y a 15 jours, j'ai appris que vous mettez pour les maladies dans les appels. Oui. Et effectivement. Et ça serait peut-être bien de mettre des QR codes de votre PNDS. Ouais. Parce qu'un médecin, il va pas le chercher. Un politaire aux urgences, ils n'ont pas le temps. S'il suffit d'appuyer sur le code pour pouvoir arriver sur le PNDS. Ah oui. Ah oui. Voilà. Claire? Oula. Dis-moi. Je ne devrais pas poser cette question, mais comment le PNDS? Eh ben, Non, mais je te parle pas de Depuis hier. la carte d'urgence, normalement, elle est distribuée par le centre de référence. Le problème qu'on a, nous, c'est enregistré, là? On montre. C'est qu'il est dans un seul bureau au centre de référence dont on connaît bien.
Donc il faut le lui demander, elle en a. Mais sinon, c'est nous qui le distribuons. Hein. Nous distribuons la carte d'urgence, mais la DGOS veut nous enlever la distribution. Donc, vous connaissez votre présidente, qui est une belliciste, paraît-il, d'après ChatGPT. Donc, j'ai déjà monté l'information pour que ce ne soit pas admissible. Normalement, ça doit être... J'en ai parlé au professeur Barré, il ne savait pas ce que c'était. Donc, à Lyon, ils ne l'ont pas. Il sait pas ce que c'est. Oui. 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 Alors nous, c'est vrai que quand vous adhérez, dans les papiers qui arrivent, il y a la carte d'urgence pour les patients qui se déclarent malades. Sauf pour les parents d'enfants, il n'y a pas de carte d'urgence pédiatrique pour l'instant. Ouais. Il n'y a plus de revendications, on avance. On va parler maintenant des plateformes maladies rares. Quoi ? Faire des forages en mer. Quelles sont les missions des plateformes ? Est-ce que les plateformes, elles sont là pour informer les patients sur leur pathologie, à assurer des formations aux professionnels de santé, à orienter vers les associations de patients, ou chaque plateforme fait un peu ce qu'elle veut et définit ses propres missions ? Un indice, il y a une seule réponse possible. Ah oui, c'est pour ça. Aïe, 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 aïe. Ah, la question piège. Ouais, alors c'est particulier, les plateformes. Alors c'est une structure qui a été créée par le 3e plan. Et c'est une structure qui n'est pas attachée à une maladie ou à un groupe de maladies. C'est une structure qui est censée répondre sur l'ensemble des maladies. C'est quelque chose que les associations ne réclamaient pas, mais qui a été créé par le 3e plan à la demande essentiellement des centres hospitaliers, je crois. Ok, des centres hospitaliers. En fait, la difficulté, c'est que donc elles existent, elles sont inscrites dans le plan, mais elles n'ont pas de mission. Elles n'ont pas de mission. Il y en a 23 qui existent en France, qui ont une répartition. Il y en a 1 ou 2 par région. Il y en a 5 en Île-de-France qui se tirent la bourre. Il y a des régions où ça se passe bien, où ils ont réussi à en créer une seule. Et puis il y a des régions où il y a 2 hôpitaux qui se tirent la bourre. Donc c'est un peu un des gros enjeux aujourd'hui. C'est la réflexion sur définir ce que sont les plateformes, quelles doivent être leurs missions, qu'on puisse avoir un cahier des charges de façon à ce qu'on puisse les labelliser. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas labellisées. Donc aujourd'hui, chaque hôpital qui veut créer une plateforme pourrait le faire. Donc c'est un peu la difficulté. Donc la bonne réponse étant, chaque plateforme fait un peu ce qu'elle veut aujourd'hui et c'est tout l'enjeu de définir à quoi elle doit servir. Labellisation fin 2026, normalement ? Ok. Voilà. Je rappelle qu'on a adopté en 2025 le PNMR qui s'arrêtait en 2023. Voilà. Oui, voilà. Bon, en même temps, on a eu 12 gouvernements pendant ce temps-là. Donc... Parlons un peu de la vie associative. À votre avis, il y a combien d'associations dans l'Alliance Maladies Rares ? Est-ce qu'il y en a 180, 240, 430, 570 ? J'ai vu les waouh, il y a des gens qui pensaient que j'allais proposer 2 ou 10 000 pour qu'il n'y ait pas de piège. C'est mal me connaître. Eh, on m'a dit garde-les éveillés, là je vous sens vachement à cran, hein, donc personne ne s'endort. Une carte d'urgence à gagner. Il y a 240 associations dans l'Alliance Maladies Rares. Alors ça peut paraître peu, hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait 6528 maladies. Maintenant, il y a beaucoup de maladies qui ont moins de 10 patients aussi. Et c'est précisément pour ça qu'elle existe, l'Alliance. L'objectif de l'Alliance, c'est d'aider à structurer les malades de façon à ce qu'ils peuvent créer des associations. Donc le but de l'Alliance, c'est de susciter de nouvelles associations, de les accompagner, de les aider à se développer, de les aider à perdurer. Donc l'Alliance donne notamment des formations sur comment on fait pour gérer une association, comment on forme des bénévoles, donc APZ a recours à l'Alliance pour donner des formations sur l'écoute, par exemple, pour former des écoutants
on a recours aux formations qui sont dispensées par l'Alliance. Et puis comme ça a été dit ce matin, APZ n'est pas que consommateur de l'Alliance Maladies Rares, mais participe aussi à sa gestion, puisque ça fait 3 mandats maintenant, c'est ça ? Que APZ est membre du Conseil national de l'Alliance Maladies Rares et notamment a été fer de lance sur toutes les actions cannabis au nom de l'Alliance Maladies Rares. C'est là maintenant qu'on va voir si vous avez bien suivi tout ce qu'on vous a dit ce matin. Ce matin, on vous a dit, retenez bien. Quand APZ SSC a-t-elle été créée? Est-ce que c'est en 1995, en 2000, en 2005 ou en 2010? Oh là 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 là. C'était le premier chiffre ce matin, l'association a 26 ans. 2026 moins 26. APZ a été créé en l'an 2000, donc en même temps que l'Alliance Maladies Rares. Donc comme je vous le disais, dans le grand mouvement post-États généraux de la santé de 99, c'est à ce moment-là que APZ, comme beaucoup d'associations de maladies rares, s'est créé en l'an 2000. Plusieurs réponses possibles. Les missions d'APZ S et C. Normalement, il n'y a pas trop de pièges. Est-ce qu'APZ écoute et oriente les malades? Oui. Est-ce qu'APZ participe à faire connaître la malformation de Chiari et la syringomyélie? Est-ce qu'APZ porte les revendications des patients? Est-ce qu'APZ finance des programmes de recherche? Il y a plusieurs réponses possibles. Les 4 réponses étaient vraies. Bien sûr, l'écoute et l'orientation des malades, c'est la mission de nos bénévoles, de nos écoutants, de nos délégués régionaux qui sont souvent en première ligne pour recevoir les nouveaux adhérents, les nouveaux, même pas adhérents, les personnes diagnostiquées, pour les écouter, pour les aider dans leur parcours. On est évidemment là pour faire connaître le Chiari, la syringo. On a plusieurs documents, que ce soit numérique ou papier, pour faire de la vulgarisation, pour expliquer ce que c'est. Et puis si on est là aussi aujourd'hui, c'est aussi pour cette mission de communication entre nous. Et je pense que ce matin, vous avez appris pas mal de choses, et sur le Chiari et sur la syringo, et même sur d'autres choses, sur l'arachnoïdite ou autre chose. Porter les revendications des patients, on le verra un peu plus tard cet après-midi, évidemment, donc on vous l'a dit, APZ est fer de lance dans le combat actuellement pour faire légaliser les médicaments à base de cannabis pour différentes, tu feras le point plus tard, pour différentes pathologies, pardon, excusez-moi, et financer des programmes de recherche. On vous l'a aussi dit ce matin, il y a actuellement 4 programmes qui sont soutenus par APZ S et C. Allez, question facile. Comment s'appelle le dessin animé qui a été créé par APZ S et C et qui sert à expliquer ce qu'est une malformation de Chiari aux enfants? Est-ce que c'est la maladie de Jim, de Théa, de Léo ou de Cléo? Je vois des regards. Je suis pas sûr. Après, tout le monde n'a pas des enfants malades non plus. C'est la maladie de Léo qui est un peu le premier grand projet sur lequel on a été identifié, qui d'ailleurs a pu être partagé et y compris vendu à des associations étrangères pour avoir la même approche dans d'autres pays. Donc voilà, c'est un des premiers grands projets menés par l'association pour notamment faire connaître la pathologie aux enfants. Vrai ou faux? Une seule bonne réponse. Est-ce que quand vous donnez au Téléthon, est-ce que vous contribuez au financement d'APZ? Vrai ou faux?
Eh bien, c'est faux. Le Téléthon sert, c'est tout le piège. Le Téléthon, donc évidemment, l'AFM Téléthon est membre de l'Alliance Maladies Rares. C'est l'association la plus grosse et la plus riche de l'Alliance Maladies Rares, de très loin, grâce au Téléthon. Mais ça ne finance pas les autres maladies rares. Le Téléthon sert à financer non pas que l'AFM Téléthon, mais il sert à financer la recherche et la prise en charge dans le cadre des maladies génétiques. Et donc, il n'y a pas de financement des associations de maladies rares qui ne sont pas génétiques, comme c'est le cas pour le Cari et la syringo. Alors, ça peut paraître une vacherie de le réécrire ici, mais c'est juste parce que très souvent, en fait, au moment où nous, on doit aller collecter des dons, on nous dit « mais j'ai déjà donné au Téléthon ». Alors c'est bien, on ne vous dit pas « faut pas le faire », mais ça ne sert pas à financer APZ. Voilà, donc vous pouvez évidemment donner au Téléthon, bien évidemment, mais voilà, cet argent-là va dans la recherche sur les maladies génétiques et pas sur la recherche pour le Cari et la syringomyélie. Non, parce que en fait, oui, on a financé intégralement la recherche carigène, qui est un des gros projets qu'on a financé intégralement. Mais en finançant Cari, on avait déjà fait la demande au PHRC. Donc ça, c'est les plans hospitaliers de recherche clinique. Ça avait été refusé. On avait fait de la demande à l'Europe avec Steven. En fait, on se met deux, on se met le centre de référence et nous, APZ. Ça a été refusé. On a fait la demande au Téléthon, c'était refusé. C'était refusé pourquoi? Parce que si tant est qu'un jour on trouve qu'il y a un gène codant qui, c'est vraiment sous, parce que là on n'y est pas, hein, qu'il y a un gène codant qui crée la malformation de Cari, ça voudrait dire qu'on peut développer, le Téléthon développe quand on peut mettre derrière une thérapie génique ou un médicament, c'est-à-dire quelque chose qui rapporte de l'argent. Nous, si on vous découvre un Cari à 50 ans, on ne va pas vous faire une thérapie génique parce qu'on ne va pas changer la forme de votre crâne. Autant une thérapie génique dans une pathologie immunologique, par exemple, l'hémophilie, qui est due à une protéine du foie qui ne se fait pas, et où en faisant une intervention, une seule injection en thérapie génique, qui va coûter 4 ou 5 millions, il faut bien le dire, mais qui est en gain de soins, de qualité de vie pour le patient, un patient hémophile, sur sa vie entière, il coûte plus de 300 millions. Parce que moi j'ai travaillé là-dedans, dans l'industrie pharma, je travaille là-dedans. Donc si vous voulez, la thérapie génique, quand un enfant qui souffre d'une myopathie de Duchenne, qui bénéficie de la thérapie génique à 3 ans et que s'élève soit et marche, c'est vrai que c'est une vie, combien coûte une vie. Mais nous, en fait, il faudrait pratiquement faire cette thérapie génique à tous les gens qui naissent, parce que vous avez bien compris qu'il y avait une personne sur 3 qui a un Cari à la naissance. Après, ils disparaissent, et après, c'est là que c'est rare, c'est symptomatique. Donc non, si on n'intéressera jamais, on n'intéressera jamais le Téléthon, non. À la recherche. Alors, le Téléthon, il est sur les maladies beaucoup musculaires, il est sur d'autres pathologies comme le Charcot-Marie-Tooth, non, pas cancéro du tout. Non, c'est la muco, ça. Non, ils ne sont pas dans la muco. Et ils sont aussi sur d'autres pathologies génétiques, mais sur les pathologies génétiques très rares, ils n'y sont pas. Ils font... Après, c'est fantastique, le Généthon, si vous avez l'occasion de le visiter, c'est fantastique ce qu'ils font. Mais ils ne travaillent pas sur d'autres pathologies que AFM Téléthon, c'est la myopathie du gène, c'est les maladies neuromusculaires, génétiques. Non. Alors, non, dans une fratrie, on a... Oui, en fait, il y a 5% de formes familiales. 5 à 10% de formes familiales. On a ici en Savoie une famille de 4 filles. Elles sont toutes les 4 de Cari. Les parents l'ont pas, les grands-parents l'ont pas. C'est pas génétique. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Cyril James, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est à Necker, qui démarre une... Alors, ça va beaucoup culpabiliser les mamans, qui démarrent une recherche sur le fait que ça serait peut-être au moment de l'accouchement que se créerait le Cari. Parce qu'on ne voit pas de Cari en anténatal.
Voilà. Donc, ça peut être un sujet. Maintenant, des caries, il y en a beaucoup de formes, contrairement à ce qu'on croit. Il y a type 1, mais dans le type 1, il y a beaucoup de... C'est ce qu'a expliqué M. Barré ce matin. Il peut y avoir des problèmes vasculaires, problèmes de circulatoire, et puis le problème osseux. Donc ça, génétique, non. On n'a pas, pour l'instant, on ne peut pas dire que... on a des jumeaux, hein. On a des jumeaux porteurs de caries. Chez toi, il n'y en a qu'un sur les 2 jumeaux. C'est des faux jumeaux. Mais il y a eu, c'était en Savoie où j'avais écouté une fois un professeur de Grenoble là, qui avait dans sa famille des jumeaux. Mais un avait fait beaucoup plus de symptômes, des vrais jumeaux avaient fait plus de symptômes que l'autre. Donc il y a certainement une composante de l'environnement. Il y en a peut-être un qui est tombé plus, tout simplement. Hein. Donc c'est ce qu'il expliquait. Mais on a des familles, on a une famille sur un petit peu plus haut là. Moi, je ne connais pas bien Chalon. On a la mère, la grand-mère, la fille et le petit-fils, les 3. On a quelques familles comme ça, puisqu'on a réussi à rentrer dans l'étude carigène 11 familles. Et pour rentrer dans l'étude carigène, il fallait au moins avoir 2 personnes de premier degré atteint. Maintenant, on va peut-être voir que ces gens-là ont des caries associées à une autre pathologie. C'est très compliqué, hein. Pour l'instant, on n'a pas les résultats de carigène. 2019, hein, le début des travaux. C'est long, la recherche. Ouais. Alors, on est à 21 questions sur 22. Je vais vous enlever la pression tout de suite. La dernière question ne rapporte pas de points. Ce qui veut dire que votre sort est déjà scellé. Dernière question. C'est donc un sondage à la fin de cette formation. Est-ce que j'ai appris plein de choses intéressantes ou est-ce que j'ai rien appris mais je me suis quand même bien marré? Il faut mettre les deux. Il aurait fallu mettre. Ah mais... Pas le violet, ah mais là l'idée c'est que tout le monde a passé un moment, non? J'aurais dû mettre je me suis bien marrée sur les 2. Bon alors, qui n'a rien appris et s'est embêté? À part Claire. Bon ben voilà, toutes les réponses étaient justes. Ah, il y en a 6 qui savaient tout ça? Waouh, bravo. Nous, on a bossé pour le faire, le quiz. Hein. On savait pas tout. mais je me suis bien marrée. Il n'y avait pas de mémoire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts à savoir qui a gagné? Ah oui. Consultons le podium. Il y avait 46 personnes inscrites. Elle est arrivée en 3e position avec 15 bonnes réponses, Katia. En 2e, pourquoi est-ce que la 2e a moins de bonnes réponses que la 3e? Ah bah bravo, ouais. Mais on avait dit que tu jouais pas. On avait dit que tu jouais pas. Bah t'as joué en faisant une faute à ton... La faute que tu fais, c'est dans ton nom. C'est quand même dingue, quoi. Non, mais j'ai fait 2 erreurs. J'ai mis Régine, j'ai mis l'anniversaire de Régine au lieu de mettre la journée n'est pas la Et Hélène, alors c'est bizarre que le 15... Ah oui, mais parce qu'il y a un nombre de points par la rapidité, c'est pour ça. C'est Hélène, c'est toi qui a 14... Ah, tu sais pas? Normalement, c'est toi? Ouais. Ok. Et du coup, ça nous permet de faire une super transition. Incroyable. Puisque je vais laisser ma place à Hélène.